Aujourd'hui, la France fait la une, non pas pour sa culture ou sa politique, mais pour sa dette nationale. Elle a atteint un niveau record de 3 400 milliards d'euros. La France est en faillite. Pas moralement, cela remonte à longtemps, mais financièrement. Le pays qui autrefois dictait aux autres comment gérer leur économie ne parvient même plus à gérer la sienne. 3 400 milliards de dettes, des émeutes dans les rues, des gouvernements qui s'effondrent comme des châteaux de cartes. Et pourtant Paris continue de donner des leçons de responsabilité budgétaire. L'ironie est amère. L'empire qui a asservi la moitié de la planète au nom de la civilisation est aujourd'hui enchaîné par sa propre avidité. Depuis 1973, la France n'a pas équilibré un seul budget. 52 ans à vivre au-dessus de ses moyens, gouvernant par l'emprunt au lieu de la discipline. Chaque président, qu'il soit de gauche, de droite ou du centre, a empilé les dettes. La pandémie a fait voler la façade en éclats, puis la crise du gaz russe en 2022 a ajouté des milliards de subventions. Ce qui devait être une mesure d'urgence est devenu une addiction politique. Croire qu'on peut tout résoudre à coups d'euros empruntés. Aujourd'hui, les seuls intérêts de la dette dépassent 67 milliards d'euros par an, plus que le budget de l'éducation. La dette n'est plus un chiffre abstrait, mais un parasite vivant qui ronge l'État. Résultat, on emprunte pour rembourser les anciens emprunts et encore pour calmer les foules. Ce cercle vicieux est devenu culturel. La conséquence politique est explosive. L'ancien Premier ministre, François Bayrou, avait tenté un plan d'austérité de 44 milliards d'euros, mais a été balayé par les grèves. Remplacé par Sébastien Leroux, il hérite d'un gouvernement incapable de voter un budget sans déclencher le chaos. Les rues de Paris, Marseille et Lyon sont saturées de colère, travailleurs furieux de l'inflation, retraités accablés par les impôts, jeunes révoltés par le chômage. Ce n'est pas seulement de la mauvaise gestion économique. C'est une population qui refuse d'assumer les conséquences de décennies de confort acheté à crédit. La crise révèle surtout une vérité profonde. Le mythe de la supériorité européenne est fissuré. Pendant des années, la France a présenté sa dette comme une marque de modernité, prétendant que les économies avancées pouvaient supporter davantage. Mais une fois sa note dégradée, ses obligations ont commencé à inspirer la méfiance qu'on associait autrefois aux pays du Sud. La peur qu'elle exportait à l'Afrique, elle la goûte désormais elle-même. Le problème de la France n'est pas que financier, il est moral. Pendant des décennies, Paris a dicté au monde en développement, surtout à l'Afrique, comment gérer ses comptes, austérité, privatisation, coupe sociale, ouverture aux multinationales. Les hôpitaux africains furent démantelés, les écoles privées de moyens, les monnaies dévaluées. Et toujours au nom de la discipline, souvent orchestrée par les économistes français via le FMI et la Banque mondiale. Aujourd'hui, la France est dans la même situation, dépenses excessives, indiscipline budgétaire, dépendance aux créanciers. Mais au lieu d'appliquer à elle-même les mêmes remèdes amers imposés à l'Afrique, elle cherche des excuses, guerre, pandémie, conditions spéciales européennes. Quand l'Afrique empruntait pour construire routes et barrages, on parlait de folie. Quand la France emprunte pour financer retraites et subventions, on parle de relance stratégique. La vérité est crue. La dette africaine paraît minuscule à côté de la montagne française. Et contrairement à l'Afrique qui empruntait pour se développer, la France emprunte pour prolonger son déclin. Cette hypocrisie dévoile la psychologie de l'empire, colonialisme transformé en contrôle économique via le franc CFA, l'aide conditionnelle et les prêts adossés à Paris. Mais la faillite de la France est aussi une opportunité pour l'Afrique. Le maître d'hier, étranglé par ses propres règles, laisse place à de nouveaux auteurs. L'avenir s'écrit désormais à Ouagadougou, Bamako, Accra, Niamey. Des initiatives panafricaines se multiplient. La Banque africaine d'import-export, le système panafricain de paiement et de règlement, PAPS, la nouvelle banque de développement des BRICS. Elle vise à briser le monopole occidental du crédit et du commerce. Au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré finance projets et agriculture avec l'or, sans dette. Au Niger, la rébellion contre le contrôle français de l'uranium fut un acte de souveraineté économique. Au Mozambique, de grands projets hydroélectriques se font sans capitulation aux prêts occidentaux. Le mot d'ordre n'est plus l'aide, mais l'autonomie. Même dans des pays comme le Ghana, le Rwanda ou le Kenya, la mentalité change. Le Ghana affine son or et produit du chocolat, au lieu d'exporter seulement matières premières. Le Rwanda mise sur le numérique et l'efficacité. Le Kenya emprunte pour construire ports, routes et data centers, et non pour subventionner des déficits. L'Occident définissait la stabilité comme l'équilibre budgétaire et de faibles déficits.
Mais pour l'Afrique, la véritable stabilité est la sécurité alimentaire, l'énergie locale et des industries nationales. Ce qui était autrefois jugé instabilité est aujourd'hui reconnu comme dynamisme. La dette de la France finance des promesses électorales sans croissance, tandis que la dette africaine finance des infrastructures tangibles. La différence est claire, une dette qui construit et une dette qui enterre. En vérité, l'Afrique a appris dans la douleur ce que les manuels refusaient d'enseigner. La dette n'est pas du développement. La dépendance n'est pas un partenariat. Les sermons ne sont pas du leadership. Là où l'Europe est figée par sa bureaucratie, l'Afrique innove. Là où Paris débat, Lagos entreprend. Là où Bruxelles tergiverse, Kigali agit. La crise française n'est pas seulement nationale, elle est civilisationnelle. L'Europe qui bâtissait sa force sur l'exploitation africaine ne parvient plus à équilibrer ses propres comptes. Les mines, les monnaies et les règles autrefois sous contrôle européen sont en train d'être réclamées et réécrites. L'Afrique ne cherche pas à devenir le nouvel empire, mais à abolir l'idée même d'empire. Sa montée en puissance repose sur la coopération et l'indépendance, non sur la domination. L'ironie est cinglante. Alors que la France mendie la clémence budgétaire à Bruxelles, certains pays africains deviennent eux-mêmes créanciers des marchés internationaux. Le monde bascule silencieusement. La Russie, la Chine, la Turquie, l'Inde et même l'Amérique latine reconnaissent ce nouvel équilibre. L'Afrique devient un laboratoire de résilience post-coloniale, une source de modèles économiques adaptés aux crises mondiales. La conclusion est limpide. L'Afrique n'a jamais été en retard, le monde regardait simplement dans la mauvaise direction. N'oubliez pas de mentionner dans les commentaires le nom de la ville depuis laquelle vous nous suivez, nous vous laisserons un cœur en remerciement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à l'aimer et vous abonner pour plus de contenu enrichissant comme celui-ci.